Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va retrouver Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour René. Comment tu vas? Ça va très bien. On va où? On va en Europe, en Ukraine, pour parler de ce conflit qui dure déjà depuis 3 ans et dont on pourrait peut-être enfin commencer à voir un début de fin. Mais ça, c'est encore un gros point d'interrogation parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de points de désaccord. Même si le président Donald Trump, qui durant la campagne avait d'abord dit qu'il pourrait arrêter ce conflit en 24 heures, il a très bien compris que c'était plus compliqué que ça. Plus compliqué pourquoi? Parce que évidemment l'Ukraine fait de la résistance par rapport au conflit, elle continue à se battre. Et puis d'un autre côté, la Russie aussi continue d'avancer sur le terrain. Et pour elle, ses objectifs à la fois de guerre et objectifs politiques, elle est sur le point de les atteindre. Et donc pour elle, elle est en position de force pour pouvoir remporter véritablement cette guerre à la fois sur le plan, comme je l'ai dit, militaire et sur le plan politique. Et donc, Donald Trump qui avait décidé de renouer le dialogue avec Vladimir Poutine, d'imposer en quelque sorte à Volodymyr Zelensky d'accepter de discuter avec la Russie pour parvenir à une paix parce qu'il estime que ce conflit a plus qu'assez duré et qu'il faut mettre un terme à cette hécatombe-là. Il a expliqué hier, par exemple, lors de la conférence de presse qu'il avait faite en marge de l'audience qu'il avait accordée au Premier ministre de la Norvège en expliquant qu'il y avait environ 5000 morts par jour dans ces guerres et que donc il fallait y mettre un terme. Maintenant, même si officiellement ni l'Ukraine, ni la Russie, ni les Américains, parce que c'est une discussion, ce sont des négociations triennales, tripartites. Et donc, si aucune des parties n'a encore dévoilé officiellement le contenu du dit accord, mais on sait que beaucoup d'éléments qui figurent dans cet accord ont fuité, notamment dans la presse américaine, et celle-ci relaie abondamment le contenu de ce qui pourrait être l'accord à la fois proposé aux Ukrainiens et aux Russes par les Américains. Alors, il n'y a jamais eu une rencontre donc depuis que ça a commencé il y a eu des rencontres, Poutine et mais Zelensky. pas des rencontres. Il n'y a pas eu de rencontres directes. Mais il y a eu des discussions à Jeddah en Arabie Saoudite entre à la fois les Ukrainiens et les Américains et les Américains et les Russes. Donc, c'est à partir de là qu'un certain nombre de propositions avaient déjà été faites. Cet entretien avait duré 12 heures de temps. Puis on a vu Steve Witkoff, l'émissaire américain de Donald Trump, a rencontré d'abord Vladimir Poutine, qui l'aura reçu en audience pendant près de 5 heures. Puis, après la Russie, il allait rendre compte à Donald Trump. Puis, il a fait un tour à Kiev où il a rencontré le président Volodymyr Zelensky. Et donc, au sortir de là, il est encore reparti auprès de Trump pour peaufiner véritablement cet accord. Mais ce que l'on sait aussi, comme je dis, une partie a fuité dans la presse américaine. Et puis aussi, on sait que Marco Rubio, qui était en France, où il avait rencontré avec Steve Witkoff, Emmanuel Macron et un certain nombre de responsables de la diplomatie européenne, il devait y avoir une rencontre au sommet entre Marco Rubio et ses homologues européens sur la question d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix éventuel en Ukraine. Cette réunion devait se tenir à Londres après son passage à Paris. Malheureusement, pour des raisons de calendrier, Marco Rubio a dû interrompre cette réunion-là et repartir précipitamment sur Washington. Et d'un autre côté, on sait que la chaîne CNN et celle de CNBC ont notamment fait savoir que pour ce qui concerne les propositions apportées, les propositions américaines, il s'agit d'un côté d'obtenir un cessez-le-feu durable à travers le gel des positions à la fois russes
et ukrainienne. Ça, c'est sur la zone de conflit actuellement. Il faut savoir que le conflit s'étend sur il faut savoir que les Russes contrôlent 20% du territoire ukrainien et que la Russie cherche à conquérir 4 provinces, à savoir Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia. Alors, pour ce qui est de Donetsk, la Russie contrôle 100% de cette province-là. Pour ce qui est de Louhansk, Kherson et Zaporizhia, la Russie ne contrôle pas l'entièreté de ces territoires, mais elle contrôle quand même une bonne partie du territoire. Et donc, il s'agirait là, d'un côté, d'abord, de figer le conflit. Figer le conflit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque partie garde les positions qu'elle contrôle, d'accord? Qu'elle soit russe ou qu'elle soit ukrainienne. Et chaque partie également apporte la garantie qu'elle ne va pas essayer de faire bouger ces positions-là à l'avenir. Donc, on arrête le conflit, on garde les positions telles qu'elles sont au moment où on applique le cessez-le-feu. Et donc, ces positions-là, ces zones-là seront considérées comme étant des zones appartenant à chaque partie qui en assure le contrôle au moment où on gèle le conflit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Ukraine devrait aussi, en échange d'une garantie de l'intégrité de son territoire à l'avenir, c'est-à-dire elle doit renoncer à entrer dans l'OTAN, elle doit aussi faire un moratoire pour entrer dans l'Union européenne. Un moratoire, ça veut dire que l'entrée qui était prévue, que les Européens veulent accélérer pour l'Ukraine dans l'Union européenne, ils vont devoir retarder. À terme, l'Ukraine pourrait rentrer dans l'Union européenne, mais pas selon le calendrier fixé par Bruxelles. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est évidemment la reconnaissance de la part de l'Ukraine, de la communauté internationale, de la souveraineté de la Russie sur la Crimée. D'accord? Et donc ça, évidemment, ça devrait, cette reconnaissance de la souveraineté de la Crimée, de la souveraineté de la Russie en Crimée, devrait entériner la perte totale et définitive de ce territoire-là, même si la Crimée est sous contrôle russe depuis 2014 et que seuls 5 pays au monde ont pour l'instant reconnu la souveraineté de la Russie sur ce territoire. Mais Donald Trump assure que si cet accord est accepté entre les deux parties, eh bien, les États-Unis pourraient elles aussi reconnaître la souveraineté de la Russie sur ce territoire. L'autre élément, c'est évidemment la cessation du bombardement d'un certain nombre d'infrastructures, infrastructures pétrolières pour ce qui concerne la Russie de la part de l'Ukraine, et cessation de bombardement des infrastructures électriques pour ce qui concerne l'Ukraine. Donc la Russie cesserait de bombarder les centrales électriques, les réseaux de transport d'électricité, etc., tandis que l'Ukraine arrêterait d'attaquer l'infrastructure pétrolière russe, que ce soit les raffineries, que ce soit les gazoducs ou les oléoducs, ou bien encore de bombarder les pétroliers qui essaieraient de sortir de la mer Noire avec du brut russe. Donc, grosso modo, ce sont ces accords, enfin, ce sont ces éléments-là qui figurent dans l'accord. Et globalement, évidemment, quand on regarde la situation, c'est que cet accord, s'il est entériné tel quel, eh bien, ce serait quand même une victoire diplomatique éclatante pour Vladimir Poutine, qui aurait, même s'il ne serait pas parvenu à reconquérir l'entièreté des territoires de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia, il en contrôle quand même une bonne partie, et le contrôle de son pays sur ces territoires serait reconnu par une grande puissance internationale, en l'occurrence les États-Unis. Puis derrière, il y aura aussi un certain nombre d'autres mesures qui pourraient être prises par les États-Unis pour justement favoriser la Russie à accepter la signature d'un cessez-le-feu. C'est par exemple la levée des sanctions financières pour permettre notamment aux Russes de pouvoir, à travers le système de paiement SWIFT, continuer à vendre leurs céréales. Il faut savoir, et aussi le fait que il y aurait un cessez-le-feu maritime qui permettrait à la fois aux Ukrainiens et aux Russes de pouvoir écouler leurs marchandises de blé et donc éviter que les navires marchands ne soient transformés en navires de guerre pour attaquer les positions des uns et des autres. Donc, grosso modo, on voit que c'est un accord qui est globalement favorable à la Russie, mais c'est dû au fait que la Russie, premièrement, c'est elle qui a l'avantage sur le terrain, même si elle n'avance pas à la même vitesse que l'on voudrait l'espérer, c'est-à-dire aussi vite que l'on voudrait penser que, évidemment, elle pourrait envahir ces territoires-là, mais l'Ukraine, grâce à l'appui des Européens, surtout en armement, essaye de continuer de mener une résistance farouche
au prix d'énormes pertes, certes, mais elle continue à mener cette résistance farouche qui permet de contrôler encore une partie des 4 oblasts que la Russie souhaite conquérir. La deuxième chose, c'est qu'un accord de cessez-le-feu, une reconnaissance de la souveraineté de la Russie sur la Crimée, le fait que les sanctions américaines soient levées, eh bien, tout ça constituerait aussi des avancées politiques qui pourraient être considérées comme des victoires diplomatiques incontestables pour la Russie. Et la fin de ce conflit sortirait aussi définitivement la Russie de l'isolement dans lequel ces pays-là, en l'occurrence les pays occidentaux, tentent de plonger la Russie depuis 3 ans. Donc on voit bien que le cessez-le-feu aussi montre l'impuissance à la fois des Européens et des Ukrainiens à pouvoir obtenir aussi, à atteindre leur objectif à la fois politique, diplomatique et militaire. Objectif politique, c'était de faire de la Russie un État paria et Vladimir Poutine, quelqu'un d'infréquentable. Malheureusement, ça ne marche plus puisque Vladimir Poutine est en contact, a renoué le contact avec Donald Trump dès son retour à la Maison-Blanche. La deuxième chose, c'est sur le plan diplomatique. On essayait de faire de la Russie un État vers lequel on ne pouvait plus discuter, on ne pouvait plus avoir des liens diplomatiques, sauf que lorsque l'on regarde les pays, les pays membres des Nations Unies, très peu de pays ont condamné l'invasion russe en Ukraine parce qu'ils expliquent que c'est une guerre qui concerne l'Europe et ne concerne pas le monde entier. Donc, par conséquent, ils n'ont pas à prendre position en faveur d'un camp ou d'un autre. Et puis, sur le plan militaire, parce que jusqu'à présent, le pays qui est dans l'offensive, c'est la Russie. Elle gagne en moyenne 3 à 5 km par jour. Et donc, on sait qu'à terme, et Vladimir Poutine sait que c'est lui qui est le maître des horloges parce qu'il a le temps devant lui, il a la possibilité de rester à la tête de la Russie jusqu'en 2036, alors que Donald Trump, lui, il n'a que 4 ans devant lui. Exactement. Et dans 2 ans, il y aura les élections de mi-mandat. Et Donald Trump est parfaitement conscient qu'il n'aura peut-être pas la possibilité d'avoir les coudées franches qu'il a aujourd'hui parce que dans 2 ans, les élections de mi-mandat pourraient lui faire perdre une majorité, soit à la Chambre des représentants, soit au Sénat. Et donc, il ne serait plus en capacité de pouvoir gouverner à son aise comme il le fait à présent. Et donc, c'est la raison pour laquelle il veut mettre la pression pour obtenir des gains, pour obtenir cette paix-là et se positionner comme véritablement ce qu'il a toujours prétendu être, c'est-à-dire un homme de paix, un homme qui est là pour mettre un terme au conflit, alors que son prédécesseur n'en a fait qu'en créer. Donc, grosso modo, voici ce que l'on peut dire. Pour l'instant, de la proposition présumée, elle est présumée, parce que ces offres de proposition, je le répète encore, ce sont celles qui, semblerait-il, auraient fuité dans la presse américaine, et ce sont les journaux américains qui relaient ces propositions-là. Maintenant, il semblerait que dans un premier temps, Volodymyr Zelensky avait refusé l'accord, les termes de cet accord-là, puis ça c'était le 24, le 25, hier, il y a eu le bombardement de la ville d'Odessa par des drones et des missiles russes qui a fait à peu près 9 morts et une 60aine de blessés. Ce bombardement avait même entraîné la colère de Donald Trump qui, sur son réseau social, avait demandé à Vladimir Poutine justement d'arrêter de bombarder les installations, les infrastructures ukrainiennes parce que ce n'était vraiment pas le moment de le faire parce qu'il était en train de négocier un accord de paix. Maintenant, est-ce que la Russie a écouté? Semblerait-il, parce que dans la soirée hier, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a donné une interview sur la chaîne américaine CNBC et au moment où on lui a posé la question concernant la possibilité d'un éventuel accord avec l'Ukraine, Sergei Lavrov a dit que la Russie est prête à signer un accord de paix, même un accord de paix durable avec l'Ukraine, mais qu'ils attendaient à ce que les États-Unis en dévoilent le contenu. Et que même si lui, il avait une idée du contenu, mais que ce n'était pas à lui de dévoiler c'était pas lui de dévoiler, parce que ce n'était pas lui, c'était pas la Russie qui faisait la proposition. Mais il a réitéré la volonté des autorités russes à vouloir signer un accord avec l'Ukraine, un accord de paix durable avec l'Ukraine. Et donc, pour l'instant, Volodymyr Zelensky, comme je l'ai dit, qui faisait un peu de la résistance, a subi encore un nouveau coup de pression de la part de Donald Trump. Et donc, on sait qu'il pourrait
probablement s'apprêter à signer un accord de paix avec la Russie. Maintenant, reste à savoir quels seront les termes justement de cet accord-là signé, qui pourrait être signé entre les deux parties. Mais ça, évidemment, seul l'avenir nous le dira. Un avenir à très court terme. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale. Cette fois, il était du côté de la Russie et de l'Ukraine. Ouais. De l'Ukraine. Ouais. Retrouvez sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.